Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film Toy Story 4 qui est sorti il y a déjà un petit moment au cinéma, mais nous n'avons pas voulu le voir tout de suite parce que nous n'apprécions pas forcément les Toy Story. On avait un petit peu aimé le tout premier film de Toy Story, un peu moins le deuxième, et le troisième on l'a encore moins aimé. Et là on a vraiment été sollicité et conseillé par tout notre entourage, que ce soit notre famille ou nos amis. Et donc du coup on s'est dit bon bah il va falloir qu'on aille le voir. Pour commencer on va vous faire un petit résumé du film. Le film va commencer par un flashback de la bergère, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'elle disparaisse dans Toy Story 3. C'est sûr, en fait on nous a dit que dès le début du film de Toy Story 3 que la bergère avait complètement disparu, mais on nous avait pas dit quelle était la raison. Et là du coup on commence directement avec justement cet épisode que nous avons loupé dans le 3. Donc une fois que le flashback va être terminé, on va retourner dans le présent avec Bonnie qui va s'amuser avec ses jouets. Et donc une fois que Bonnie va jouer avec l'ensemble des jouets, on va avoir plein de raccords mouvements où on voit les jouets qui passent dans les mains de Bonnie au fur et à mesure du temps. Et à un moment donné, on arrive à une scène dans laquelle on comprend que Woody est délaissé vis-à-vis de Bonnie. Et donc on arrive au premier jour à la crèche pour Bonnie. Et donc ce jour-là, ça a été extrêmement difficile pour elle de se faire des amis. Heureusement, Woody s'est introduit dans son sac et lui a permis de lui dénicher quelques petites bricoles pour qu'elle puisse se confectionner un jouet. Et donc pour le coup, ce jouet s'appelle Fourchette et il a été fait donc à base d'une fourchette qui était dans la poubelle. Et c'est là tout le running gag du début du film par rapport au fait que Fourchette se sente comme un déchet et n'a qu'une seule envie, c'est de retourner à la poubelle. Et à un moment donné, Bonnie va se rendre avec ses parents dans un parc d'attractions. Pendant le transport, Fourchette va essayer de quitter Bonnie. Il va donc réussir, mais Woody va essayer de le ramener à Bonnie. Une fois que Woody et Fourchette se dirigent vers le parc d'attractions pour retrouver Bonnie, Woody va apercevoir quelques indices à propos de la bergère. Et donc toute l'histoire va être centrée sur ce fameux parc d'attractions et sur le fait que Fourchette a disparu. Comme vous avez pu le comprendre dans notre résumé, c'est une histoire qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'aventures dans ce film et beaucoup d'actions. C'est un scénario bien rempli avec plein de chutes et de rebondissements, ainsi que beaucoup de personnages. Dans les personnages, le personnage numéro 1 que nous allons vous décrire, c'est la bergère, étant donné que c'est l'une des héroïnes principales. Et donc cette bergère, la première chose qui m'a interpellée et qui m'a même choquée, c'est son physique. D'un point de vue animation 3D, la bergère que nous avons dans Toy Story 1 et dans Toy Story 2 ne ressemble pas du tout à la bergère, même avec son apparence un peu girly entre guillemets. Donc je parle bien sûr de son état quand elle est avec sa robe rose et son bâton de bergère. Et on a l'impression que ce n'est plus le même personnage. Mais ce n'est pas non plus pour nous déplaire, puisque en réalité le personnage qu'il y avait dans Toy Story 1 et 2, je trouve qu'il n'était pas assez travaillé. Oui c'est vrai, c'était un personnage qui était laissé à l'abandon, il était très cubique, enfin la bergère du début, elle avait une tête toute géométrique. Et là on se dit mais mince, les animateurs 3D, ils ont fait l'impasse sur ce personnage, c'est pas possible. Parce que vraiment elle faisait pas ni humaine, ni poupon, ni poupée. Elle ne ressemblait pas à une Barbie classique ou à une petite bergère toute mignonne en fait. Et donc là ils ont voulu changer son apparence vu que de nouveaux logiciels 3D sont arrivés. Ils ont plus de performance et ont voulu donner un autre style à la bergère. Mais ils ont quand même gardé la robe au début du film. C'est ça, et après par contre dans la suite du film, elle n'a plus sa robe classique, là on est sur du girl power
sur toujours cette histoire de féminisme qu'on retrouve de plus en plus chez Disney, notamment dans Aladdin, même si bon ben pour le coup c'est un peu raté, mais ça c'est une autre histoire. Et je trouve que c'est quand même bien de faire quelque chose de féministe dans un Disney. Après on peut pas le faire dans toutes les histoires, dans toutes les époques. Et là, par rapport à Toy Story, qui se passe entre guillemets de nos jours, et ben on peut faire quand même une fille qui est assez féministe. Et ça je trouve que c'est bien, ça donne un air de nouveauté, de changement. Et puis toujours dans cette histoire de féminisme, on a aussi la voix d'Angel qui a été prêtée au personnage Gabi Gabi. Et donc ce n'est pas une professionnelle du doublage étant donné que c'est une chanteuse, mais honnêtement je trouve qu'elle a assuré dans son rôle. Oui, moi honnêtement je l'avais même pas reconnue. Voilà, et elle fait bien la petite poupée fragile et en même temps un petit peu méchante. Elle a, comment dire, ce côté double personnalité, un peu psychopathe. Même si bon dans la vraie vie la personne n'est pas du tout comme ça, mais en tout cas son doublage est extrêmement bien réussi et ça colle vraiment à la peau du personnage. Et dans les nouveaux personnages on peut retrouver aussi la petite policière, qui est une petite Polly Pocket qui sort justement de son environnement. Et ça c'était super drôle, c'était assez nostalgique parce que on avait des trucs comme ça quand on était petit. Et là, ben, c'était juste à mourir de rire. C'est un personnage assez important vu qu'elle est féministe, mais aussi la meilleure amie de la bergère. C'est ça, c'est un petit peu comme le petit Jiminy Cricket en fait, c'est la conscience de la bergère, c'est un peu comme ça qu'on l'a vu pendant tout le film en fait. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est le Jiminy Cricket, mais un petit peu rebelle quand même. Surtout qu'elle est aussi petite que lui. Par rapport au personnage. C'est ça, c'est encore pour ça que bah, ça nous a fait penser à ce personnage dans Pinocchio. Et elle est sympa, elle est drôle. On a bien aimé ce clin d'œil. Dans les personnages, nous avons un petit canari et un lapin bleu. C'est un duo qui fonctionne extrêmement bien et qui a été rajouté un peu comme pour le Roi Lion. C'est une autre façon de mettre Timon et Pumba à l'honneur. Ouais, c'est sûr que ben, ce duo de comiques fonctionne extrêmement bien. Et puis ce qu'on aime, c'est que au tout début, dans leur imaginaire, on va dire, ils ont l'air un peu sérieux. Et puis on se rend compte à la fin que ça part en n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement drôle. Je repense du coup aux scènes où ils s'inventent des petits stratagèmes pour récupérer la clé ou je sais plus trop quel élément qui leur permettait de récupérer Fourchette. Et donc du coup on les voit, ça commence un petit peu sérieusement en se disant bon bah on va se cacher là, on va se mettre ici. Et puis après bam, il les prend par surprise et je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Et justement là-dedans on a des petites références à Monstres et compagnie. Et ça c'était plutôt cool. Et ça nous fait donc penser à la toute première scène dans Monstres et compagnie où on voit des effets d'ombre, des trucs qui passent entre les vêtements et des grincements. Et puis après on a vraiment le monstre qui surgit et qui fait peur à l'enfant. Bah là c'est un peu pareil avec ce duo de comiques quand ils s'inventent des stratagèmes. C'est qu'au tout début ça commence un peu soft et après bam ça nous fait peur, ça surgit et ça surgit de nulle part. Et ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que par rapport à Monstres et compagnie on a quand même ce côté humoristique et ça c'est génial. Et donc par rapport au groupe qu'on avait avant, on va retrouver Buzz l'éclair, Jessie, mais pas les extraterrestres d'ailleurs. Ah oui c'est vrai, les extraterrestres ils manquent et pourtant sur l'affiche du film, donc là peut-être que vous ne verrez pas, il faudrait vraiment faire un zoom dessus. Mais en gros, ils ont osé mettre les extraterrestres, mais sauf qu'en fait, les extraterrestres, ils apparaissent à aucun moment dans le film, ou alors c'est que vraiment ça a été mis, mais comme un message caché, je sais pas comment vous dire. Comme la boule de Pixar. Ouais, voilà, comme la boule de Pixar, comme un easter egg caché dans l'image que seuls les fans peuvent retrouver, ou les gens qui ont le DVD ou la cassette. Et donc là, ben honnêtement, je ne les ai pas vus. On ne les a pas vus. Non. Non. Bah voilà, donc en gros on n'a pas compris pourquoi ils étaient sur l'affiche. Et même quand on allait au cinéma, il y avait une autre affiche, une autre version de cette affiche là, où on voyait Woody et il y avait quand même des aliens. Je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi ils nous ont bassiné avec les aliens et pourtant bah on les voit pas une seule fois.
Donc là oui c'est vrai, on sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors nous on a une idée, genre si jamais vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Disney ou chez Pixar, ce que vous pouvez faire c'est que en fait un Toy Story 5 ce serait le Toy Story de trop. Bah oui, ça ferait pas, il y aurait trop de Toy Story et ça casserait l'ambiance. Donc du coup ce qu'on vous propose c'est de faire comme les pingouins de Madagascar, comme les mignons, comme les lapins crétins, mais avec les aliens. Donc un film basé avec les aliens en personnages principaux, ça serait peut-être sympa. D'autant plus qu'on sait même pas ce qu'ils sont devenus par rapport au Toy Story 3. Donc là encore on pourrait repartir sur un flashback de qu'est-ce qui s'est passé. Et après on pourra avoir une histoire totalement différente. C'est ça, donc prochain film ce serait grave bien de nous faire les aliens en vacances. Ou j'en sais rien, ce serait vraiment trop bien. Ou les aliens font le tour du monde en 80 jours, je ne sais pas. Mais ça pourrait donner quelque chose de drôle et nous faire revivre justement cet univers de Toy Story. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que notre idée des aliens est une bonne idée ou pas. Parce que vraiment, votre avis nous intéresse. Et surtout, si vous les avez vus dans le film, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Parce que vraiment, je trouve que c'est dommage qu'ils n'en fassent pas partie. Mis à part ce duo de comiques, nous avons Duke Kaboom, le plus canadien de tous les cascadeurs. Et ça a été le personnage, on a eu un gros coup de cœur. Ce qui nous a fait assez rire, c'est son passé, puisque on va découvrir que la raison pour laquelle il a été abandonné, c'était juste parce que dans la pub, on nous montre des produits d'une autre manière qu'ils marchent en réalité. Et c'était juste trop adorable et en même temps trop drôle parce que c'est un personnage qui est extrêmement basé et fondé sur les clichés canadiens. Et à l'heure où on ne peut pas rire de tout, là franchement on se dit mais c'est pas possible, c'est comme un Rabbi Jacob, c'est vraiment à fond sur le cliché et c'est génial, le doublage est extrêmement bien réussi, il faut pas le voir du coup en VO ce film parce que justement le doublage canadien de Duke Kaboom n'est pas aussi bien réussi qu'en VF. Et c'est à mourir de rire. Je vous promets, vous allez passer un super bon moment. Et surtout en partie grâce à Duke Kaboom. Et ce doublage a notamment été une grosse réussite parce que c'est très rare de voir un meilleur doublage dans une autre version que la version originale. Ça c'est sûr, beaucoup de gens disent que la VO est meilleure que la VF. J'ai tendance à dire que non, mais c'est quelque chose qui ressort et même dans le milieu du cinéma, la plupart des personnes vont regarder les films en VO et là, honnêtement, venez le voir en VF. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut aller le voir en VF. Toutes les voix sont bien réussies, je trouve qu'il n'y a pas de fausses notes. Allez-y. Et ce qu'on a aimé chez ce personnage, c'est que son passé va justement le hanter et qu'il va réussir à faire face et à affronter son passé. Et ça c'est juste génial, on a l'accomplissement d'un personnage et en fait quand vous regardez bien l'ensemble des personnages qu'on a dans Toy Story 4, c'est qu'ils ont chacun un passé et c'est qu'à la fin tout le monde aura su passer à autre chose et tout le monde va aller de l'avant. Et ça c'est une philosophie qui est extraordinaire et justement on en reparlera dans les messages parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. On est tous hantés par un passé, on a tous un vécu et à un moment donné dans notre vie on est obligé de le confronter et le fait que même Duke Kaboom entre guillemets le réussisse et qu'il puisse passer à autre chose, ça nous fait extrêmement rire mais en même temps on ressort du film en se disant ouais ok on a un sentiment d'accomplissement quoi, ça y est on est prêt à faire d'autres choses, on est prêt à aller de l'avant et ça c'est extraordinaire, ce n'est pas une philosophie que vous pouvez avoir en regardant n'importe quel film en fait. Et ça c'est ce qui rend Toy Story 4 pour moi, enfin c'est ce qui fait de Toy Story 4 pour moi l'un des meilleurs de la série Toy Story. C'est sûr que par rapport aux autres, c'est le Toy Story le plus travaillé avec une histoire bien consistante comparée aux autres, avec aucune fausse note, mis à part une certaine musique qui est
Je ne suis pas un déchet. Enfin, je vais l'appeler comme ça parce que en vrai, on ne sait pas trop comment elle s'appelle cette chanson. Mais quand on a entendu ça, et autant vous dire, c'était dans les 10 premières minutes du film, qui pour moi sont les minutes les plus importantes. Ouais, les minutes les plus importantes et surtout où on vous met en place toute l'histoire. On vous dit, bah voilà, on va commencer sur cette base-là. Et pendant ce passage où on est là, on se dit ok d'accord, alors il va se passer ci, ça, ça et ça, il faut que les personnages y fassent telles et telles actions pour arriver à leur but ultime. Et ben pendant ce moment-là, on nous met une chanson de Je ne suis pas un déchet et ça va casser toute l'ambiance. Et on a même douté honnêtement de la suite du film puisque on s'est dit ça c'est les bases, donc la suite du film va se retenir par rapport aux bases, donc cette chanson va rester en mémoire. C'est ça, et puis en plus ça ne vient pas que de nous parce que en fait vous avez aussi des enfants dans la salle, bien évidemment, et comme vous le savez, les enfants ça n'a pas sa langue dans sa poche, et justement il y en avait derrière qui s'en plaignaient, qui disaient mais c'est pas possible. Et pareil, juste avant qu'il y ait eu la chanson, donc on voyait Fourchette qui arrêtait pas de retourner dans la poubelle, et il y a eu je ne sais pas combien de plans où on voyait Fourchette qui voulait retourner dans la poubelle. Et la personne, enfin le petit enfant qui était juste à côté de moi, il disait mais c'est pas vrai, mais faites quelque chose. Enfin il avait vraiment ce sentiment de ça nous agace, on a compris qu'il devait aller dans la poubelle. Et donc cette chanson, en fait, je pense qu'elle aurait été bien. Et oui, ça aurait été bien si ça avait rendu hommage à la chanson Je ne suis pas un héros, chantée par Balavoine et Johnny Hallyday. Et donc là, oui, ça aurait été bien, il y aurait eu ce sentiment de protestation en mode je ne suis pas un déchet. Là, vous voyez, ça m'aurait enflammé, ça aurait peut-être enflammé le public le plus jeune. Mais non, là, c'était vraiment dit sur un ton un peu niais, un peu je ne suis pas un déchet, je sais pas, ouais, c'était vraiment très bizarre quoi. Je me suis dit mais si c'est comme ça tout le film, je vais pas aimer. Donc voilà, ça aurait pu être quelque chose de super cool. Mais au final ça n'a pas été, surtout que les chansons Disney sont globalement une réussite. Là on s'est dit, ben punaise, ils ont vraiment fait un loupé. Ouais c'est ça, et puis en plus, ok on peut se dire, ouais c'est pas vraiment Disney, c'est Pixar. Mais excusez-moi, dans Coco les chansons elles sont magnifiques. Elles sont extrêmement bien réussies, et pourtant c'est aussi un Disney Pixar. Donc ça vient pas du fait que ce soit un partenariat avec Pixar. Non, je pense que là il y a vraiment eu un loupé sur le message qui était à faire passer dans cette chanson. Et oui, voilà. Encore une fois, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup mieux. Sinon, pour en revenir au groupe, c'est vrai qu'il y a certains fans de Toy Story qui ont dit que les autres personnages principaux, donc ceux qu'on vous a cités tout à l'heure, Buzz Éclair, Jessie, Pile Poil, tout ça, n'étaient pas vraiment dans l'histoire. Et oui, c'est volontaire. Parce que en fait, on s'intéresse vraiment à l'avenir de Woody. Et tous les gens disent que le personnage principal c'est la bergère, que le personnage principal ça peut être Fourchette, mais en réalité pour nous le personnage principal c'est Woody. Parce que dès le début on voit Woody qui se sent délaissé et jusqu'à la fin ça va être l'un des derniers personnages qu'on va voir. C'est ça, donc généralement l'un des premiers personnages que vous voyez à l'écran, bon même si là je crois que c'était la bergère mais c'était obligé parce qu'il fallait faire un flashback. Mais celui qu'on voit à la toute fin, celui qu'on voit au tout début, c'est souvent lui le personnage principal. Et donc on s'intéresse vraiment à l'avenir de Woody. Donc tout ce qui rappelle son passé doit rester en retrait, doit rester dans le passé. Donc forcément toute l'équipe, tous les gens de Toy Story, que ce soit Jessie, Pile Poil, Buzz l'éclair, le dinosaure, enfin Rex, n'importe qui, tous ces gens-là, ils doivent rester dans le passé, ils doivent rester à l'arrière de l'histoire. Et ce sont vraiment les personnages qui vont lui rappeler qu'il doit évoluer sans eux. Il doit passer à autre chose, il doit construire sa vie. Et c'est ça tout le but du film. Et donc là nous allons partir vers la rubrique de les messages qu'a voulu faire passer le film. Alors le premier message qu'on va expliquer ça va être celui de Woody, qui va avoir une importance pour Buzz l'éclair puisqu'il va être comme un père pour lui. Il va lui expliquer comment il prend ses décisions, même si Buzz ne va pas très bien les comprendre.
C'est ça. Donc là on est vraiment sur le premier message, c'est le père, le fils, il faut qu'ils reprennent l'entreprise et le père, eh ben, il va laisser son enfant faire sa vie et le père il va aussi faire sa vie lui aussi de son côté. Et donc ça c'est le premier message à faire passer. D'ailleurs, ce message va expliquer pourquoi Buzz l'éclair va être l'un des seuls personnages à être plus présent que les autres. C'est ça, il va être plus mis en avant parmi tous les personnages du passé, c'est lui qui va vraiment attirer notre attention. Ce sera pas Jessie, ce sera pas les autres, c'est vraiment lui qui est mis en valeur puisque c'est à lui de prendre la relève. Le deuxième message c'est par rapport à Gabi Gabi, parce que c'est un personnage qui est entre guillemets méchant, parce que il trouve que il est défectueux, il lui manque quelque chose, c'est sa boîte vocale qui est complètement HS et elle se dit que sans ça, sans cette boîte vocale, eh ben elle ne pourra pas trouver d'enfant, elle ne pourra pas être aimée, alors que en fait pas du tout, puisque une fois qu'elle a sa boîte vocale, elle n'est pas acceptée auprès de la petite fille dont elle pensait être aimée une fois qu'elle aurait toutes ses fonctionnalités opérationnelles. Et finalement cette fille-là la rejette et une autre petite fille va l'accepter, mais pas parce qu'elle est jolie, pas parce qu'elle a une belle boîte vocale, mais parce que elle sera là au bon moment et que c'est une personne qui va la réconforter, elle va s'identifier au personnage, du coup elle va dire oui ok je te garde, t'es perdue comme moi, donc c'est bon, on est toutes les deux pareilles. Et donc ce message là, et c'est aussi un parallèle avec Fourchette, c'est que il ne suffit pas d'être beau pour être aimé. On est dans un, je vais pas dire un univers où il faut s'accepter comme on est, le corps qu'on a, parce qu'on ne peut pas non plus changer. La chirurgie esthétique n'est pas le seul remède à ça. Et justement, dans notre société, on est tout le temps confronté à des gens qui sont parfaitement beaux, parfaitement bien faits. Mais en fait, tout ça, ce n'est qu'une apparence, tout ça, c'est du Photoshop, tout ça, c'est de la chirurgie. Mais, et comme le dirait Jean-Marie, mais bon, je suppose que vous ne savez pas qui c'est, mais c'est une personne qui était super importante dans le milieu du cinéma, c'est que tout le monde aujourd'hui cherche à être beau physiquement, alors qu'il est à la portée de n'importe qui d'être beau moralement, mais personne n'en fait la gymnastique. Donc en gros, la chose la plus importante qui est l'amour et l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, le partage, tout ça, et ben aujourd'hui on le sent un peu moins. Alors oui, c'était un peu le cas aussi à l'époque et je pense que ça a toujours été le cas de partout, mais dans le film ce qu'on essaye de vous dire c'est ça, c'est que pour être aimé, pour être accepté, il ne suffit pas d'être beau physiquement. Non non non, ce qui compte c'est l'amour que vous avez envers vous-même et l'amour que vous portez envers les autres. Et ça c'est un message qui est extraordinairement beau, qui est extraordinairement bien réussi, bien pensé, et aujourd'hui on en a vraiment besoin, donc merci Pixar de nous le rappeler, vraiment c'est top. Et justement le lien avec Fourchette, c'est que Fourchette lui se considère comme un déchet parce qu'il considère que être une fourchette récupérée dans une poubelle c'est un déchet, donc pour lui l'amour il sait pas ce que c'est, il a pas envie de savoir ce que c'est et ça le réconforte d'être entre guillemets un déchet. Et jusqu'au jour où en fait il va comprendre que c'est qu'une apparence, et si quelqu'un te voit autrement que ce que tu te vois, c'est-à-dire un déchet, c'est que cette personne-là elle va t'offrir de l'amour et ça veut dire qu'à ses yeux vous serez quelqu'un de magnifique. Et il y a aussi un message de deuil puisque Woody est encore attaché à Andy et ça va lui faire très mal pendant tout le film. C'est ça, on va se rendre compte qu'en gros il est très attaché à ce petit et qu'il n'est pas arrivé à tourner la page, un peu comme Duke Kaboom, mais sauf que Duke Kaboom c'est un peu tourné à la rigolade, alors que Woody c'est vraiment de la tristesse qu'il éprouve pendant tout le long du film. Et c'est aussi plus compréhensible puisque on a pu voir dans les 3 derniers Toy Story Andy, et du coup là je trouve que c'est bien choisi de nous mettre Woody comme personnage principal qui se sent délaissé et qui n'arrive pas à tourner la page puisque ça a été le premier jouet qu'a reçu Andy.
Et donc c'est ça, c'était son favori, son chouchou, il a passé toute sa vie avec lui, il a de très bons souvenirs avec lui. Et il y en a beaucoup plus à mon avis que Tchoukaboum, c'est peut-être pour ça que du coup on le prend plus à la rigolade que pour Woody. Et du coup ouais, on a cette image de deuil de maintenant aujourd'hui il va falloir que je passe à autre chose. Il va falloir que je mène ma propre vie, je vais donner de l'amour à tout le monde, je vais passer à autre chose, je vais me mettre avec la bergère et je vais construire ma propre histoire. Et c'est bien, tous les moments que j'ai passés avec Andy, ils étaient très beaux, ils étaient très bien. Mais aujourd'hui j'ai d'autres moments à vivre et c'est ça aussi le deuil, c'est l'acceptation de passer à autre chose. Et ce film nous le dit, un peu comme le Roi Lion en fait. C'est après la mort de Mufasa, vous avez quand même de très très beaux moments avec d'autres personnages. Et même si on n'a pas une mort, on a quand même cet aspect de deuil. Et donc du coup, c'est une très belle histoire, encore une très belle philosophie. Et donc ces 3 philosophies qu'on vous a citées tout à l'heure nous prouvent que c'est un véritable chef-d'œuvre. Et qu'il faut absolument le voir. Allez-y, même si ça fait 1 mois et demi à peu près qu'il est sorti, il est encore à l'affiche. Et j'irai sûrement le voir une deuxième fois. On vous dit bonne séance si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu et que vous l'avez aimé, dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous quels ont été les aspects positifs ou négatifs. Et nous serons ravis de les voir, de les lire et d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Ainsi qu'à nous suivre aussi sur Instagram puisqu'on y passe tous les jours des photos en lien avec Disney. Et Disneyland Paris surtout, puisque on a le pass annuel depuis le mois de mai à peu près. Et du coup on y va beaucoup plus souvent que les autres années. Et du coup ça nous a permis de prendre plus de temps à observer le parc, à pouvoir prendre des photos. On était plus posés. On vous souhaite de passer de bonnes vacances ou de bonnes fins de vacances. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!